Donc, Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour le 85e anniversaire de l'obtention par les femmes du droit de vote au provincial. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour au Québec, les femmes n'ont pas eu le droit de vote? Et un jour qui a duré longtemps. Parce que quand même, 85 ans, c'est pas si loin que ça en arrière. En fait, quand mes deux grands-mères sont nées, le droit de vote n'était pas encore instauré, donc c'est tout dire à quel point ça a changé rapidement. Pourquoi c'est important pour vous, le droit de vote, pour les femmes? C'est la base. Quand on parle de droits des femmes, je pense que ça a marqué un grand tournant, justement, dans cette révolution féministe. Okay. Quand on parle de l'équité des droits entre les hommes et les femmes, évidemment, ça commence par le droit de vote, le droit d'être représenté dans nos institutions démocratiques. Exactement, le droit de voir notre voix entendue, considérée. Pour chaque droit acquis par les femmes, on doit rester vigilant. On doit rester constamment vigilant, puis j'utilise au masculin parce que je parle autant des femmes que des alliés masculins. Ici, on doit pas baisser la garde. On le voit, il y a plein de choses très préoccupantes qui se passent présentement au sud de la frontière. Les droits des femmes sont en recul aussi dans d'autres pays à travers le monde. Oui, l'avortement fait partie d'un des droits des femmes, le droit de décider de son avenir et de son corps. Donc, oui, il faut toujours rester aux aguets, rester à l'affût, même si, évidemment, la société québécoise est à l'avant-garde. Évidemment, il n'y a rien de parfait, puis il y a quand même beaucoup de chemin à faire, toujours, mais quand même, quand on se compare, on est plus avancé qu'ailleurs, mais c'est pas parce qu'on est plus avancé qu'on n'est pas moins à risque aussi de recul, donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilante, et il faudrait également l'être, même si on continue d'avancer, puis si un jour on atteint une réelle équité, on ne pourra jamais baisser la garde. L'équité, est-ce qu'en politique, c'est important pour vous? On sait qu'à Longueuil, en 2025, il y a des élections. Le nombre de districts passe de 15 à 18. Est-ce qu'une représentation équitable homme-femme, pour vous, c'est important? C'est un sine qua non. Pour moi, c'est absolument fondamental d'avoir la parité au sein de mon équipe. Ça a été le cas en 2021, ce sera le cas également pour l'élection de 2025. Ça en vient, parfait. Ouais. En 2017, vous avez publié L'audace d'agir, appel à l'engagement pour votre génération, les milléniaux. Est-ce que vous trouvez que les milléniaux ont répondu à cet appel-là? Est-ce que vous sentez que les jeunes s'impliquent peut-être de différentes façons, ou qu'ils s'impliquent mieux, ou qu'ils s'impliquent plus? Ils s'impliquent différemment, les jeunes. Puis maintenant, ma génération des milléniaux, on vieillit tranquillement, pas vite, quand même. C'est la génération Z, maintenant, qui peuple nos cégeps et nos universités, exactement, qui nous pousse. Non, c'est une génération qui est très engagée. Les milléniaux le sont aussi. Ce que je mentionnais, puis le point que je faisais valoir dans mon livre, à l'époque, c'est que l'engagement politique et social se transforme avec le temps, prend plusieurs formes. Quand on le juge d'une génération précédente, il ne faut pas le considérer juste de la façon dont nous, on s'est impliqués, mais que l'implication prend diverses formes puis évolue selon les générations. Vous avez quel âge quand vous étiez membre de groupes, de partis politiques? Ou... J'ai pris ma carte d'un parti politique quand j'avais 19 ans. OK. Donc oui, ça a commencé quand même assez jeune. Mais comme on dit, comme vous disiez, il peut y avoir différentes sortes d'implications. L'implication sociale peut être aussi importante que politique. Voilà, puis moi je me dis, dans le fond, j'ai commencé probablement mon implication sociale et politique beaucoup plus jeune. Même quand j'étais à l'école primaire, moi j'avais lancé un journal, un blog journal étudiant. OK. On parlait de quoi là-dedans? En 6e année. Je me souviens que puis j'ai vraiment essayé de retrouver des archives, mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'avais lancé ça. Au secondaire, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Donc, voilà, l'implication, ça prend différentes formes. D'une élection à l'autre, aussi bien au municipal, provincial, on sent que le taux d'abstention est parfois assez élevé. Est-ce que vous trouvez ça triste? Que les gens ont un droit de vote et qu'ils ne l'exercent pas? Je pourrais trouver ça triste, mais moi, je choisis plus de me dire que comme élu ou comme institution démocratique, on échoue quelque part. Lorsqu'on échappe des gens comme ça qui se détournent, en fait, des institutions démocratiques qui se détournent de la participation électorale. Je pense que c'est la responsabilité première des représentants de ces institutions-là, donc souvent les élus ou les candidats, de générer davantage l'intérêt, la participation. Puis après, parfois, il y a des barrières d'accès, donc c'est de voir de quelle façon on peut adapter notre système ou notre façon de procéder pour
avoir une participation qui est plus large, mais comment on peut gagner la confiance aussi de la population, parce que c'est pas juste une question là, de c'est quel jour, c'est à quelle heure, il est où le bureau de vote. Non, c'est des considérations, là, je sais qui sont importantes, il faut y voir, mais après, je pense que les diminutions de taux de participation, c'est comme ça au Québec, c'est comme ça partout en Occident, là, soit dit en passant, c'est pas un enjeu seulement de chez nous. C'est de comment rebâtir la confiance entre la population et les institutions démocratiques. Pour moi, c'est ça la clé, puis c'est ce qui va participer à augmenter les taux de participation. La baisse des taux de participation, c'est un symptôme d'un problème qui est plus large. Et comment on peut faire ça pour susciter une plus grande confiance, une plus grande attraction pour que les gens votent? Et la confiance, hein, ça se perd rapidement, c'est long à rebâtir. Ça prend plusieurs acteurs politiques qui s'y mettent. Moi, c'est vraiment au cœur de mon engagement politique. Je pense que ça passe par l'accessibilité, de la transparence, de l'écoute, énormément, des réformes, parfois même, de systèmes ou des façons de fonctionner pour accroître notamment la représentativité. Mais c'est quelque chose qui se bâtit, qui dépasse une ville ou même un État. Là, ça doit être un mouvement qui est plus grand que ça. 2-3 conseils à une jeune fille ou une jeune femme qui veut se présenter ou s'impliquer socialement ou en politique. Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille-là? De se faire confiance, de ne pas hésiter à foncer, de croire en ses capacités, au fait qu'on peut apporter une voix qui est différente. Bien sûr, l'expérience ne peut pas être acquise instantanément, mais l'expérience n'est pas toujours garante de la compétence. Puis l'âge n'est pas toujours garant de l'expérience non plus. On peut avoir déjà une belle feuille de route d'implication à un jeune âge. Puis quand on se lance, par exemple, en politique, on part tous de la même place, peu importe ce qu'on a fait auparavant. Donc, de se faire confiance, de foncer, puis de toujours rester curieuse dans ce cas-ci, parce que je pense que c'est en étant curieuse qu'on s'ouvre à beaucoup d'apprentissage, puis à beaucoup d'occasions qui vont, par exemple, nous sortir de notre zone de confort. Puis en sortant de sa zone de confort, puis en essayant des nouvelles choses, c'est une façon très proactive de bâtir sa confiance. Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sorti de votre zone de confort au cours de votre mandat actuel? Je sors de ma zone de confort constamment, là, en apprenant des nouvelles choses, en me lançant dans des projets, dans des mandats, dans justement des réalisations qu'on fait pour la première fois. C'est toujours une sortie de zone de confort, en fait. Puis il y a plein de choses que j'ai faites au cours de mon premier mandat qui étaient des premières pour moi. C'est la première fois que j'avais une aussi grande équipe, la première fois que j'avais des élus, que je devenais la chef d'un parti politique, la patronne d'une quinzaine d'employés au cabinet, d'avoir des relations avec des fonctionnaires de notre organisation qui est la ville de Longueuil. On sait que toutes des premières, c'est toutes des petits sauts dans le vide. En fait, moi, j'ai été la députée à l'époque qui a déposé un projet de loi même pour diminuer l'âge du vote à 16 ans. Oui, j'y suis favorable parce qu'en fait, les études démontrent que c'est une mesure qui permettrait d'accroître le taux de participation électorale, surtout de participation des jeunes, puisque l'élément qui va davantage déterminer si une personne va prendre l'habitude de voter, c'est souvent l'exercice de son premier vote. Donc, si on ne va pas voter lors de la première occasion où on a le droit de vote, les études montrent qu'il y a 50% de ces gens-là, donc ceux qui manquent leur premier vote, qui n'iront jamais voter de leur vie. Et vous savez, les jeunes de 16 ans paient des impôts parce que s'ils travaillent... donc, c'est la logique, en fait, qu'on paye des taxes et des impôts. On devrait pouvoir avoir un droit de regard sur les administrateurs de ces fonds publics. En terminant, vous aviez quel âge quand vous avez exercé votre droit de vote pour la première fois? Je venais d'avoir 19 ans. C'était à des élections... Aux élections fédérales de 2011.